Et bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray pour une heure d'échange avec vous. Michel, bonjour, ravi de vous retrouver. Bonjour Laurence. Vous allez bien, vous êtes en forme? Ça va. Alors, une heure en votre compagnie sur CNews et sur Europe 1. Au sommaire, on va parler des commémorations du 80e anniversaire du débarquement en Normandie sur fond de tension maximum avec la Russie. L'escalade se poursuit avec Vladimir Poutine après l'annonce par Emmanuel Macron et Joe Biden d'une éventuelle utilisation d'armes occidentales pour frapper les bases militaires russes. Jusqu'où est-ce que cela peut nous mener? On écoutera aussi bien sûr le général, le 6 juin 1944, annoncer le débarquement des Alliés en Normandie. Est-ce que l'Europe, qui est née des décombres de cette guerre dévastatrice, est menacée? Là aussi, on entendra votre avis. Les élections européennes, Michel, c'est dans une semaine, vous le savez. Vous n'êtes toujours pas décidé à aller voter, malheureusement. C'est un duel farouche en France entre le Rassemblement national, largement en tête des intentions de vote, et Emmanuel Macron, qui propose même un débat à Marine Le Pen sur le thème de l'Europe. Que recouvre pour vous cette stratégie du camp présidentiel et qui porte la voix du souverainisme aujourd'hui dans cette élection? On évoquera aussi la décision du Conseil constitutionnel d'accorder l'aide juridictionnelle à tous les migrants, même les clandestins qui sont présents illégalement sur le sol français. Le débat, évidemment, sur le texte de la loi sur la fin de vie qui se poursuit à l'Assemblée nationale, avec de nombreuses divisions sur les critères requis pour avoir accès à cette aide à mourir. Luc Ferry a apporté un certain nombre d'arguments et j'aimerais entendre les vôtres en contre. Enfin, Pierre Palmade, qui sera jugé non pas pour homicide involontaire, mais pour blessure involontaire après le terrible accident de la route qu'il a provoqué il y a 1 an, alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. Pourquoi est-ce que vous jugez, comme moi d'ailleurs, que c'est un signal absolument désastreux pour ceux qui se battent pour lutter contre l'insécurité routière? Le sommaire vous va? Parfait. C'est parti avec Michel Onfray. Alors sommes-nous au bord de la 3e guerre mondiale, Michel, alors que les commémorations du 6 juin vont démarrer la semaine prochaine? Le ton monte avec la Russie. Le président Poutine n'est pas invité d'ailleurs. Il n'y aura pas de délégation russe non plus. C'est important de le préciser. Le président Macron était en Allemagne cette semaine. Il a affirmé « On doit permettre aux Ukrainiens de neutraliser les sites militaires d'où sont tirés les missiles ». Les sites militaires depuis lesquels l'Ukraine est agressée. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, très concrètement? Que Emmanuel Macron a choisi le camp de la guerre, franchement de la guerre, et de l'escalade dans la guerre. Il aurait pu choisir le camp de la paix, c'est-à-dire de la négociation. Il y a des possibilités d'imaginer une issue, en se disant c'est un peu catastrophique pour tout le monde. Ce qui se passe sur le terrain, beaucoup de morts, beaucoup de civils, évidemment, ce sont toujours les civils qui font les frais des guerres des militaires. Et il y a un moment donné où on doit pouvoir dire, et si nous envisagions une solution politique, diplomatique, etc. Je sais bien qu'Emmanuel Macron n'aime pas les diplomates. Les diplomates sont des gens plus intelligents que lui qui pourraient lui faire de l'ombre. Donc il détruit la diplomatie française en disant on n'en a plus besoin. Jadis, on pouvait même nommer des copains comme diplomates en disant ça suffira bien. Il y a un moment donné où, évidemment, quand on a détruit la diplomatie française, quand ce qu'il en reste est considéré quasiment comme nul et non devenu, on dit c'est moi qui règle le problème. Je suis le chef, c'est moi. Et donc, la réalité, hein, c'est le 5e. Non, ben c'est pas ça. Non, ça c'est le pire de la 5e. C'est-à-dire des présidents de la République qui n'ont pas compris qu'ils étaient mandatés par le peuple et qu'ils étaient ce que le peuple voulait d'eux. Ils ne sont pas là pour se servir du peuple, ce que fait Macron, mais pour servir le peuple. Donc c'est pas je suis élu, maintenant je suis un président de la République, monarque, un peu comme Louis XIV et pas comme Louis XVI, un peu comme Louis XIV, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, je suis le roi soleil, donc j'ai décidé des guerres, mais il y a un Parlement. On peut demander au Parlement, normalement, la décision des guerres. Et là, d'un seul coup, Poutine dit, attention, ça va être un casus belli, au sens étymologique, un cas de guerre. Et Macron dit, mais moi, j'envoie des mecs, entre guillemets, c'est-à-dire des soldats, c'est-à-dire la troupe maximale, c'est-à-dire les légionnaires. Une citation... Oui, c'est une citation, mais quand on est chef de la... propos tenu un soir. Ah ben oui, mais il est président de la République, même un soir. Non, mais ça n'existe pas, l'officiel et l'officieux chez un président de la République. C'est pas vrai. Du genre, j'ai bu une bière, j'étais en Afrique, j'avais un peu bu, j'ai dit des choses, excusez-moi, mais ça c'est off. Non. Un président de la République, même quand il rêve en président de la République et il devrait faire attention. Donc on n'envoie pas des mecs. Éventuellement, on envoie la Légion, c'est-à-dire l'honneur de l'armée française. Et ça veut dire qu'on aurait des soldats français sur le terrain. Puis après, Poutine a dit, si vous ne touchez pas au territoire russe, il n'y aura aucun problème. Lui dit, mais attendez, ça vient de là-bas c'est la Russie, on va tirer. C'est quand même un peu normal, Joe Biden dit la même chose. Hein. Oui, il autorise qu'on tire des missiles occidentaux vous trouvez pas sur des bases russes militaires. Sidérant qu'un chef de l'État américain donne des autorisations à un chef d'État ukrainien, la chose est clairement dite.
Allô, Vladimir, j'ai un truc à te dire, ou Volodymyr, j'ai aussi autre chose à te dire, etc. T'as le droit, t'as pas le droit, je te donne l'autorisation, je te donne pas l'autorisation. Mais qui est ce président de la République des États-Unis qui dit à un pays théoriquement souverain, on peut pas mieux faire la démonstration que l'Ukraine n'est pas souveraine et qu'elle obéit aux États-Unis. Les États-unis donnent la feuille de route. C'est la vassalisation. Complètement, c'est de la vassalisation. Européen. On va parler tout à l'heure du 6 juin, c'était déjà ça. C'est l'option des Américains, c'est-à-dire ils ne connaissent que des amis ou des ennemis. Et les amis ne sont jamais que des gens qui sont soumis. Et là, on donne un coup de fil à Zelensky, on lui dit, bon, tu peux faire ça si tu veux. Mais il est où le peuple ukrainien? Elle est où la décision souveraine? Elle est où la démocratie? Et là, d'un seul coup... Moi, je pense qu'ils sont d'accord pour utiliser les missiles contre les Russes. Les Ukrainiens. Zelensky, c'est pas les Ukrainiens. Vous savez, un chef de l'État, c'est pas forcément le peuple entier. Moi, je crois à la démocratie, je crois au référendum, je crois aux consultations. C'est pour ça, quand vous dites la 5e République, non, la 5e République, c'est quand on perd une élection, on s'en va, théoriquement. Quand on perd, par exemple, les législatives, éventuellement on démissionne, ou on change le Premier ministre. Qu'est-ce qui va se passer là, avec les prochaines élections? Eh bien, on n'aura sûrement pas une démission, on n'aura sûrement pas le départ d'un chef de l'État. Si vous voulez pas de moi, je reste. Et là, Biden a donné un coup de fil en disant tu peux pas. Donc là, tout est fait pour que la guerre ait lieu. Marine Le Pen dit à peu près la même chose que vous, Michel, pardon. Elle dit que Emmanuel Macron Mélenchon dit ça aussi. Entre de plein pied dans la guerre en Russie avec cette décision d'autoriser l'utilisation des missiles. Oui, elle n'a pas tort, mais Mélenchon dit la même chose, si je crois bien. C'est-à-dire les gens qui sont un peu souverainistes et qui n'ont pas totalement envie de vendre la France à l'Europe maastrichtienne, qui elle-même est une courroie de transmission des États-Unis, sont des gens qui peuvent dire effectivement, on peut décider, nous, de notre position qui n'est pas forcément celle de Biden. Biden, il donne des coups de fil à Macron pour lui dire tu peux pas, t'as le droit, t'as pas le droit. Il y a un moment donné où on se dit mais la souveraineté nationale, elle est où? Normalement, c'est le peuple français. Ou alors on dit c'est fini ça. Le peuple, on n'en veut plus. La souveraineté nationale, on n'en veut plus. Le Parlement, on va le louer pour faire des chambres de qui l'on voudra. On fait la même chose avec le Sénat. Ça ne sert plus à rien. Et puis, on va demander au Conseil constitutionnel, au Conseil d'État, on va demander à la Commission européenne de ceci ou de cela de décider. On n'a plus besoin de peuple. Le peuple, occupez-vous des Jeux Olympiques, occupez-vous des matchs de foot, occupez-vous du Tour de France, occupez-vous de la flamme qui traverse la France. Et puis, allez-y, du pain et des jeux. Laissez-nous travailler sérieusement. À propos de ces commémorations du débarquement, Vladimir Poutine n'est pas invité. Il n'y aura pas non plus de délégation russe qui était dans un premier temps envisagée. On rappelle évidemment que le tribut qu'a payé l'URSS pour cette guerre se monte à peu près à 27 millions de morts. La guerre en Ukraine rend impossible la venue sur le sol français de Vladimir Poutine. Vous en convenez, Michel Onfray? Alors, Vladimir Poutine, probablement, je ne suis pas chef d'État, je ne sais pas comment les choses pourraient être possibles, quels sont les contacts, quel type de soviétiques on pourrait inviter, je dis bien des soviétiques, des gens qui éventuellement auraient pu connaître des choses qui pourraient représenter, quel type de Russes aussi. Il y a un moment donné, si on commence à dire « ah ben non, on n'invite pas machin, bidule, un tel ou je ne sais quoi », parce qu'il n'est pas gentil, il y a plein de gens qu'on n'invitera plus. Donc il y a un moment donné... Parce qu'il a envahi un pays souverain. Oui, d'accord, non, mais on est d'accord. Mais je veux dire, les États-Unis ont beaucoup envahi des pays souverains pendant des années et on les accueillait avec des tapis rouges en France. Hein. Donc ça gênait pas trop. Quand l'impérialisme américain fonctionnait en Amérique du Sud, quand il fonctionnait en Afrique, on recevait quand même avec des tapis rouges et les honneurs les chefs d'État américains. Donc il y a un moment donné où on a le sens de l'histoire, mais vraiment la grande histoire, et on sait dire merci. En disant mais cette guerre n'aurait jamais été gagnée si autant de soviétiques n'étaient pas morts. Je peux suspect d'être stalinien, hein, j'ai jamais été dans ma vie. Mais ni trotskiste, ni maoïste, ni marxiste, mais de gauche. Et il y a un moment donné où on se dit mais quand Staline comprend qu'il s'est fait avoir avec l'opération Barbarossa, c'est-à-dire que pendant 2 ans il collabore avec Hitler, puis après Hitler dit bah moi j'ai fait mon affaire et puis maintenant je vous attaque. À ce moment-là ils deviennent résistants les soviétiques fort bien et le général de Gaulle se tourne vers eux. Il n'a jamais donné de leçon de morale, mais en disant très bien, maintenant venez les Russes. Il n'est pas les soviétiques. Lui, il pensait que les soviétiques c'était un régime et que le régime disparaîtrait, mais que la Russie, elle ne disparaîtrait pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un chef d'État intelligent qui nous ferait un propos, qui nous expliquerait qu'il y a plusieurs Poutines. Comme jadis, la question s'est posée pour Pétain. C'est quoi le Pétain? Vainqueur de Verdun, c'est l'homme de la collaboration. Donc l'histoire, c'est pas tout bien ou tout mauvais. Il y a un moment donné où Emmanuel Macron recevait Poutine à Brégançon dans sa piscine, ou au bord de sa piscine, on dira. Il y a un moment donné où on doit réfléchir... La résidence officielle des chefs de l'État. Oui, mais je pense qu'il y a un moment donné où le chef de l'État doit, avec ses ambassadeurs, avec des conseillers, savoir comment la Russie doit être présente. La Russie, c'est pas Poutine. Donc il faut chercher qui, comment, de quelle manière,
un ambassadeur, un ancien ambassadeur. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont, vu l'époque 42-43, la fin de Stalingrad, je ne sais pas quel âge ont les soldats les plus jeunes de Stalingrad qui auraient échappé à Stalingrad. Mais on peut imaginer que quelques survivants de Stalingrad, il faudrait faire le compte, 43, quel âge ils auraient s'ils avaient 16 ans à l'époque, peut-être meilleur en calcul mental que moi. Pas vraiment. Mais peut-être avoir ce genre d'invitation symbolique, en disant, s'il reste des jeunes garçons qui aujourd'hui sont des vieux messieurs presque centenaires, invitons-les, eux, ceux-là, et puis mettons-leur un tapis rouge en disant, et ça se négocie après avec les chancelleries, les ambassades. Enfin, c'est ça le métier de chef d'État, c'est pas juste de faire le matamor. Sur les cérémonies du débarquement, alors elles se dérouleront bien sûr sur les plages normandes que vous connaissez bien, de Utah et Omaha Beach, où ont débarqué non seulement les Américains, mais aussi les Britanniques et les Canadiens. Les Polonais. Et les Polonais, absolument. On va écouter un extrait du discours offensé du général de Gaulle lors de l'annonce du débarquement. C'était diffusé l'après-midi du 6 juin 1944 sur la BBC dans l'émission Ici la France de Radio Londres. Écoutez. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. La France, submergée depuis 4 ans, mais non point réduite ni vaincue, la France est debout pour y prendre part. Pour les fils de France, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, le devoir simple et sacré est de combattre par tous les moyens dont ils disposent. Voilà, on est dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on vient donc d'écouter le général de Gaulle. La France est debout, disait-il, ce fameux 6 juin 1944. Ce n'était pas vrai, elle n'était pas debout, mais il fallait le dire, il fallait le faire croire. Alors, il y a une France debout, il y a une France couchée, il y a une France assise. Il y a des collabos communistes de 39 à 41, le temps du pacte germano-soviétique. Puis après, en 42, ils deviennent résistants, formidable. Il y a cette résistance-là aussi. Elle est tardive, mais enfin, elle existe quand même. Donc c'est divers et multiple. Et le général de Gaulle, il sait qu'il va falloir relever la France. Donc on ne peut pas commencer à chercher des poux dans la tête de tout le monde en disant vous avez été vichiste, vous maréchaliste, vous collaborationniste, vous avez été communiste, mais communiste, vous avez collaboré 2 ans, mais après vous avez été... Et ça, il le sait déjà depuis Londres. Il l'a déjà théorisé, évidemment. Bien sûr, il le sait, vous pensez bien. C'était son métier de théoriser tout ça. Et donc, lui, il écrit pour l'histoire. Il se dit, il va falloir gouverner. Et quand il gouverne à la Libération, il prend tout le monde, sauf les collaborationnistes, parce qu'il se dit, ceux-là, non. Il prend tellement tout le monde qu'il prend Thorez et qu'il prend aussi Mitterrand, c'est dire. Donc les fameux vichisto-résistants depuis. Donc il dit, il va falloir gouverner la France avec toute la France maintenant, puisqu'on en a besoin. Donc oui, il y a un récit historique, mais le général de Gaulle n'est pas du genre à parler pour le journal de 20 heures. Il parle pour l'histoire, il parle pour l'éternité. Quand il écrit ce discours, là, il parle pour l'histoire de France. Donc ça y est, c'est parti pour 100 ans. Alors il n'a pas tort, il y a le commando Kiefer. Le symbolique, c'est pas rien. Le symbolique, c'est un commando avec des Français qui, eux, sont en train de débarquer eux aussi, quoi. Je pense même que les Américains ont dû lui laisser l'honneur de voir un soldat français du commando Kiefer poser pour le premier les pieds sur le territoire normand, sur le territoire de la France libérée. La symbolique, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pas un truc de communicant, la symbolique. C'est juste de dire la France, c'était moi, donc la France n'est pas vaincue, j'arrive, et puis la France a sauvé son honneur. Enfin, tout ça se jouait et signifiait quelque chose à l'époque. Et puis après, bon, c'est l'heure où tout le monde est content et on va se dire, on va pas commencer à chercher un certain nombre de coups dans la tête des gens, même s'il y aura des femmes tondues, même s'il y aura des FTP qui des viols. Louis Guillou a écrit un très beau livre qui s'appelait OK Joe, qui racontait comment effectivement un certain nombre de soldats américains noirs, ce qui a permis beaucoup le racisme aussi à l'époque, effectivement des viols qui ont d'ailleurs été sévèrement réprimés par l'armée américaine, entendons bien sur ce terrain-là. Mais les États-Unis, ils venaient là non pas parce qu'ils aimaient la liberté, ça c'est la mythologie. Genre, ils aimaient tellement la liberté, ils sont arrivés. Ils venaient pourquoi ? Ils venaient parce que l'Allemagne leur avait déclaré la guerre fin 41. C'est-à-dire, il y a eu Pearl Harbor, et à un moment donné, les Américains se disent Hitler, il a des avions à réaction, il est en train de travailler un programme atomique, je le rappelle. Je rappelle d'ailleurs que Werner von Braun, qui travaillait au fusée V2, travaillait sur ce projet, qu'après la guerre, il est allé aux États-Unis, ce qui a permis aux Américains de mettre le pied sur la Lune, puisqu'il a travaillé au programme Apollo. Donc il faut quand même savoir un peu comment les choses se sont passées. Les Américains se sont dit, on ne va pas faire une guerre sur le territoire américain. Si Hitler a les moyens d'avoir des bombes atomiques, des avions à réaction, il les avait, et il ne pouvait pas faire porter les bombes par les avions à réaction. Enfin, peu importe, mais ils se disent, il vaut mieux faire le combat, non pas sur notre terrain, et on va le faire en France. Et puis après, il y avait l'hypothèse du Berchtesgaden,
c'est-à-dire le nid d'aigle d'Hitler, ou Berlin, et puis après l'autre hypothèse qui était Moscou, c'est-à-dire qu'on envahit absolument la France, l'Europe, et la France aussi. Il y avait un programme qu'on appelait l'AMGOT, c'est un programme d'administration militaire des territoires occupés, c'est un acronyme, mais occupé est le mot que les Américains utilisent. L'opération s'appelle Overlord, ça veut dire vassalisation, on ne peut pas mieux dire qu'on arrive pour vassaliser les Français. Il y avait donc une monnaie qui était prévue, il y avait des préfets qui étaient prévus. De Gaulle, il dit « mais non, mais j'ai les miens ». Eux, ils avaient prévu des préfets pétainistes en disant au moins les pétainistes, on les recycle puisqu'ils ne sont pas anticommunistes et qu'on aura besoin d'eux pour aller jusqu'à Moscou. Donc je dirais, c'est toute cette histoire de France qui a été détruite par la mythologie américaine. Je songe au jour le plus long, qui est un film de mythologie qui nous présente, c'est beaucoup ça maintenant. Vous savez, le cinéma fait la loi dans l'histoire aujourd'hui. Il fait l'histoire. Il refait l'histoire. Il réécrit l'histoire. C'est pour ça que quand Philippe de Villiers fait un très beau film sur la Révolution française, on dit enfin une vérité historique qui est respectée plutôt que cette espèce de mythologie du gentil Robespierre et du gentil Danton. Enfin. Et là, d'un seul coup, on nous dit, les États-Unis, c'est quoi? C'est John Wayne, on en a parlé déjà, John Wayne, la cigarette, la Jeep, et puis Bourvil qui représente la France, en disant, la France, c'est ça, quoi. Et puis le film se termine avec un casque américain, l'étoile américaine, retourné sur les plages du débarquement en disant « Nous avons libéré la France ». Et mon père, qui a connu cette époque-là, me disait « Mais il y avait des gamins polonais à 13 ans qui grimpaient et qui attaquaient la Hitler-Jugend à Chambois, juste à côté de chez moi, là, à la baïonnette. Et après, ils terminaient avec des bouteilles de bière, ils s'égorgeaient mutuellement. Donc il y a eu des combats terribles, dans la poche qu'on appelle de Falaise-Chambois, qui s'est terminé là dans mon village natal. Et il y a un moment donné où il faut commencer à faire de l'histoire. Il y a, par exemple, à ma Falaise, un musée des victimes civiles, 20 000 morts. Parmi les victimes civiles, par exemple, c'est aussi ça. Et l'idée qu'on puisse aujourd'hui commémorer en oubliant les soviétiques, il faut trouver quelque chose. Il faudrait trouver quelque chose. Parce qu'il y a quand même un moment donné où le général de Gaulle, lui, a toujours estimé qu'il n'y avait aucune occasion de célébrer le 6 juin. Donc il n'y a aucune célébration du 6 juin avec le général de Gaulle. En revanche, comme par hasard, c'est François Mitterrand qui a trouvé que c'était formidable de dire merci aux Américains, parce qu'il savait très bien que ça déplaisait aux gaullistes. On y reviendra de toute façon la semaine prochaine. Je vous signale d'ailleurs ce numéro hors-série de Paris Match, formidable, avec toutes les photos jamais vues en couleur, le débarquement de nos archives inédites. Je vais vous en faire cadeau, Michel, parce que volontiers. Évidemment, il y a plein de photos de Normandie. Un petit mot avant de passer à l'actualité des élections européennes sur Geneviève de Gallard. Je voulais lui rendre un hommage. Cette extraordinaire femme qui était infirmière en Indochine. On va peut-être voir la couverture que Paris Match lui avait dédiée à l'époque, et je le dis pour nos auditeurs, parce qu'elle est en combinaison vert parachutiste. Elle était surnommée l'ange de Dien Bien Phu, parce qu'elle a été parachutée à Dien Bien Phu le 7 mai 1954, cet endroit où 3400 soldats français ont été massacrés par le Viet Minh communiste. La France accueille l'héroïne de Dien Bien Phu, titrait Paris Match, et cette photo a fait le tour du monde. Voilà, c'est toujours important de célébrer aussi les héroïnes de l'histoire. Vous avez totalement raison. Il y a Elisabeth de Miribel aussi, qui est une femme dans le même tabac, là, vraiment des vraies femmes qu'on adore. Enfin, moi, j'adore ce genre de femmes, engagées dans l'histoire, n'ayant peur de rien, enfin, les égales des hommes, vraiment, sans que Simone de Beauvoir ait eu le temps d'écrire le deuxième sexe. Mais Elisabeth de Miribel, qui a dactylographié l'appel du 18 juin, qui était d'ailleurs dans la poche de Falaise, qui a retrouvé, je ne sais plus, peut-être je ne veux pas donner le nom du militaire, peut-être me tromperai-je, mais il lui avait dit rendez-vous en Normandie, elle est arrivée en Jeep, elle l'a retrouvée à Alençon, enfin des femmes formidables, fantastiques. Oui. Hommage aux femmes, comme toujours. Les européennes, allez, on est carrément à une semaine du vote, Michel, qui va se dérouler dans les 27 pays de l'Union. On a le dernier sondage d'intention de vote, avec toujours un Rassemblement national extrêmement haut, une liste Renaissance en difficulté et une poussée des partis populistes qui se fait sentir dans toute l'Europe. Est-ce que la recomposition est à l'œuvre, selon vous, dans cette élection? Et puis, qui porte la voix réellement du souverainisme, selon vous? Alors, les recompositions, de toute façon, les tenants de l'Europe que j'appelle maastrichtienne n'en veulent pas. C'est-à-dire que quand les Français votent contre, ça a été le cas, je crois, aux dernières européennes, Macron avait dit il ne faut surtout pas que ces gens-là gagnent, s'ils gagnaient, ce serait une catastrophe. Ils ont gagné. Et on a entendu Macron dire ils ont gagné de si peu que ça s'appelle une victoire. Et là, il dit attention, un vent mauvais souffle en Europe, réveillons-nous. Le vent mauvais, c'est ces gens-là qui estiment qu'on peut faire l'économie du peuple, qu'on peut envoyer des gens comme moi là, dans l'abstention. Il y a plein de gens qui disent mais ça sert à rien. Je dis mais il faut faire ton devoir de citoyen, etc. Je dis ça sert à quoi? Je vous le redis. Oui, je sais bien. J'ai entendu votre présentation, mais quand on vous dit de toute façon que votre vote soit blanc, nul,
ou majoritaire, il ira à la poubelle si la majorité ne va pas dans le bon sens. Rappelez-vous 2005. 2005, les gens disent vous nous demandez, on vous donne notre avis. 2008, on dit votre avis, on le met à la poubelle. Donc là, c'est très exactement la même chose. C'est-à-dire que le lendemain des élections, il va se passer quoi? Il va se passer, on continue comme avant, et puis on en remet une couche. De toute façon, il n'y a plus les élections, donc on va être tranquille pendant un certain nombre d'années. Et puis on fait avancer le rouleau compresseur, on en remet une couche. J'entends qu'on pourrait demander, que Emmanuel Macron pourrait demander, en cas de victoire du Rassemblement national, que Gérard Larcher soit Premier ministre. Ah, la grande révolution. Ce sont des rumeurs. Non, j'entends. On est d'accord. Je veux dire que ce soit Gérard Larcher ou quelqu'un d'autre. On parle du retour de François Baroin ou de quelques autres. Et je me dis, mais les gens disent non, ce sont de ces gens-là qu'on ne veut plus. Cette Europe que vous avez fabriquée depuis 30 ans, là, on n'en veut plus. L'idée que vous alliez chercher des gens qui ont déjà baigné dans cette eau sale, là, on n'en veut pas. Trouve autre chose, faites autrement. D'où le vote pour le Rassemblement national, en tout cas les intentions de vote pour le Rassemblement national. Oui, bien sûr. Mais en même temps, le Rassemblement national, on a vu avec tous les débats, notamment quelques-uns qui se sont faits chez vous. Il y a un moment donné... Un jeudi soir, oui, déroulé chez vous. Et où on s'aperçoit que c'est très fluctuant, Jordan Bardella. Il y a eu des choses de dites, le contraire, encore autre chose, etc. Et puis moi, je pars du principe que là, c'est le Titanic, et on nous dit il faut prendre un billet pour monter sur le Titanic. Permettez que je dise j'ai envie de rester sur le quai à boire un coup avec les copains, plutôt que de prendre un billet en disant vous avez une première classe, une deuxième classe. Les copains, oui. Oui, les copains. Et quand Emmanuel Macron, Michel Onfray dit je veux débattre face à Marine Le Pen, organisons un débat, et que Marine Le Pen lui dit si vous ne mettez pas la dissolution ou votre démission dans la balance, je ne veux pas débattre. Qu'est-ce que ça veut dire là, en termes de stratégie, encore une fois? Écoutez, chez les Grecs, il y avait des gens qu'on appelait des sophistes, et qui se faisaient payer cher pour tenir les discours qu'on voulait. C'était abracadabra, j'arrive, je vais parler. Et vous allez voir, quand j'aurai parlé, vous allez être subjugué. Il y a cette espèce de narcissisme chez lui, il est toujours sur une scène de théâtre. En même temps, il se met en danger quand il propose ce débat. Danger, non. Non, on a vu avec le débat Jordan Bardella, Gabriel Attal, que quand on est quand on a les mains dans le cambouis et qu'on a le moteur là tous les jours, on est plus doué que l'autre. Attal, il a été meilleur que Bardella, ça paraît normal. Lui, c'est pareil. Je veux dire, il a une bonne mémoire, il est malin, c'est un joueur de pipeau, il est un charmeur de serpents. Et là, il connaît bien les dossiers. Marine Le Pen, il connaît pas très bien les dossiers. Elle les a pas travaillés, et puis quand elle les a travaillés, elle les a mal travaillés, et puis elle a pas la mémoire qu'il faudrait. Elle a pas l'efficacité rhétorique et sophistique. Les sophistes se faisaient payer très très cher. Rockstar à l'époque du VIe siècle avant Jésus-Christ. Après, c'était juste la forme. Après, on dit ce qu'on veut. On va défendre le blanc, on va défendre le noir, on va défendre le grand, on va défendre le petit, etc. Et là, c'est pareil. J'arrive. Nouvelle-Calédonie, j'arrive. Prenez un avion, je vais parler. Les paysans, j'arrive. Les gilets jaunes, j'arrive. Je fais un tour de France. On va faire les états généraux, etc. La même chose, je vais la chercher sur le terrain du débat. Allons-y. Et quand elle dit il faut opposer la dissolution ou la démission sur la table, évidemment qu'il ne le fera pas. Bien sûr, mais évidemment qu'elle a raison. Rien ne l'y oblige. Voilà, l'esprit de la Ve République. Et l'esprit de la Ve République, tout le monde s'en moque, y compris les néo-gaullistes ou les prétendus gaullistes, là, qui sont les fossoyeurs du gaullisme. J'entends qu'on dit du bien aujourd'hui de Georges Pompidou, ça va bien, on va pas salir la mémoire d'un homme au moment d'une commémoration. Mais il y a quand même un moment donné où les gens qui détruisent le général de Gaulle sont des gens dont on ne connaît pas vraiment trop le nom à l'époque. C'était des minus abins qui s'appellent Jacques Chirac. Les minus abins, j'aime bien. Oui, qui s'appellent Édouard Balladur, qui s'appelle Giscard d'Estaing, qui s'appelle Chirac, ce sont tous ces gens-là. Et donc Pompidou, ce sont tous ces gens-là qui ont détruit le général de Gaulle au moment du référendum de 69. Donc il faut arrêter tous ces prétendus gaullistes, tous ces néo-gaullistes-là. Ils se servent du général de Gaulle, mais ils ne le servent pas. Le général de Gaulle a dit on perd les élections, on s'en va. Donc ça paraît normal, on remet en cause sa légitimité. Quand on n'a pas gagné l'Assemblée nationale et qu'on a une espèce d'Assemblée nationale qui ressemble à rien, ce qui permet d'ailleurs à la France insoumise de faire ce qu'elle y fait, et il y a un moment donné où on refait une majorité, où on s'en va à soi. Bon, allez, petite pause, Michel Onfray, dans cette émission sur CNews et sur Europe 1. On parlera ensuite de Pierre Palmade, l'affaire Pierre Palmade et la loi sur la fin de vie. À tout de suite. On se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray, toujours sur CNews et sur Europe 1. Michel, vous avez voulu évoquer cette affaire Pierre Palmade, puisque le tribunal correctionnel a décidé cette semaine qu'il serait renvoyé en procès, non pas pour homicide involontaire, mais pour blessure involontaire. On se rappelle qu'il a provoqué un très grave accident il y a plus d'1 an, faisant plusieurs blessés, dont une femme enceinte qui avait perdu son nouveau-né, enfin son bébé, son fœtus in utero. Écoutez, Pierre Lagache, vice-président de la Ligue contre les violences routières, il dit pourquoi les victimes sont très heurtées par cette décision de la justice. Écoutez. Dans un cas tel que celui-là, on est bien évidemment dans des circonstances assez extrêmes en termes de déviance sur le comportement sur la route. Et nous appelons bien évidemment
les magistrats à faire preuve de la plus grande sévérité. C'est important parce que ça donne finalement la mesure de ce que recouvre l'accident grave de la route et le drame humain qu'il porte en lui. On ne peut pas continuer à banaliser par des décisions de justice qui ne sont pas comprises par les victimes l'accident grave de la route. Voilà pour ces propos. Les accidents de la route, malheureusement, c'est un fléau qui touche toutes les familles, chacun d'entre nous. Là, toute la question était de savoir si le fœtus que portait cette jeune femme avait une existence juridique ou pas. La réponse, c'est non. La jurisprudence, c'est non. Il n'y a pas d'existence juridique. Donc, il n'y a pas d'homicide involontaire, il y a seulement des blessures involontaires. Voilà. Pourquoi ça envoie un mauvais signal pour vous ? Mais ça envoie le même signal depuis un certain temps. Enfin, il y a jadis, il y a quand même eu un projet de loi d'interruption médicale de grossesse et pas d'interruption volontaire de grossesse. Entendons-nous bien, je défends l'IVG. Mais je ne défends pas l'interruption médicale de grossesse, sauf dans des cas particuliers, enfants mal formés, problèmes de physiologie ou d'anatomie évidemment très clairs, des enfants qui sont sans cerveau, ce genre de choses. Mais il y a un moment donné où on a parlé de raisons psychosociales. C'est quoi les raisons psychosociales ? C'est cette idée qu'on n'a plus envie de cet enfant, que c'est un projet. Un enfant, c'est un projet, c'est pas un être de chair et d'os. Et donc, il y a un moment donné où là, on se dit, c'est un projet aussi. Et ça n'a pas d'authenticité. D'ailleurs, ça peut s'acheter, ça peut se vendre, on peut louer des utérus, etc. C'est la même logique. Même là, c'est surtout là. Il faut absolument faire avancer cette idée que c'est un amas de cellules. Et qu'un amas de cellules, c'est pas un être. Et que l'être, c'est quoi ? C'est quand ? C'est quand ça a cessé d'être un projet, en plus de ça. Donc c'est assez sidérant. Vous avez par exemple le philosophe Peter Singer qui nous fait savoir qu'un enfant mal formé, à la naissance, une fois né, on peut s'en débarrasser franchement. Donc vous vous dites, c'est ça la philosophie utilitariste, c'est monstrueux, c'est le même qui défend la zoophilie, c'est le même qui défend ce genre donc c'est un cas extrême. Non, c'est pas un cas extrême, je vous assure, ce sont les prochains combats. Vous avez... par exemple, on ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais regardez la sollicitude que Émeric Caron a pour les moustiques femelles et le peu de sollicitude qu'il peut avoir pour d'autres humains. Ou des gens qui... Oui, mais qui, à un moment donné, il a fait un tweet récemment pour expliquer que les gens qui ne sont pas allés voir son film, qui n'étaient pas sensibles à ça, étaient des sous-hommes. Il y a un moment donné, qu'est-ce que ça veut dire de pouvoir aujourd'hui parler d'hommes, de sous-hommes, ou d'imaginer que des animaux sont supérieurs à des humains et des humains inférieurs à des animaux ? C'est cette espèce de nihilisme qui est problématique. Et cette façon de dire cet enfant qui est mort n'était pas un enfant, donc ce sont des blessures, c'est pas un homicide, je pense que ça va toujours évidemment dans le même sens de la banalisation de l'être humain. On parle de la vie, on parle de la mort. Il y a un projet de loi sur la fin de vie qui est actuellement étudié à l'Assemblée nationale, Michel Onfray. Il sera voté dans le courant du mois de juin. Un texte qui a été largement modifié par les députés de la commission spéciale. Il y avait notamment un critère de pronostic vital engagé à court ou moyen terme qui était en place et qui a été remplacé par une notion d'affection en phase avancée ou terminale. Ça fait tiquer un certain nombre de députés parce qu'évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. Ça inclut du coup énormément, ça ouvre le champ de ceux qui pourraient avoir recours à cette aide à mourir. Olivier Falorni, qui était notre invité cette semaine, le rapporteur modem de ce texte, dit qu'il va falloir repréciser ce critère clé. Est-ce que là, on n'est pas en train de franchir les lignes rouges, Michel Onfray ? Je sais que vous êtes un partisan de l'euthanasie, vous n'avez pas peur du mot, mais est-ce que là, on n'est pas en train de dire tel malade, telle personne pourra avoir accès à cette euthanasie s'il rentre dans les critères ? Moi, je trouve terrible qu'aujourd'hui, les débats à l'Assemblée nationale soient des occasions de politique politicienne. On n'a pas le sens de l'intérêt général et du bien public et on se dit on va permettre par exemple d'ajouter un amendement et si cet amendement permet par exemple de poursuivre des médecins qui seraient opposés à l'euthanasie, etc. Je suis pour l'euthanasie, je comprends qu'un médecin puisse être opposé. Et que d'autres... Ils le sont farouchement, c'est contraire au serment d'Hippocrate. Non, enfin si on veut... Le serment d'Hippocrate, c'est je ne nuirai pas à la vie de... Oui, mais vous savez, il y a plein de choses que la médecine fait aujourd'hui et ne faisait pas à l'époque d'Hippocrate. Aujourd'hui, on estime que par exemple changer de sexe, par exemple, c'est pas à soigner, ou alors c'est une maladie. Si c'est une maladie, il faut le dire. Et si vous dites que c'est une maladie, à ce moment-là, vous allez au tribunal. Donc il y a juste un moment donné où il faut repenser la médecine et il y a un moment donné se dire un texte qui a 25 siècles, est-ce qu'on pourrait pas peut-être un peu le revoir ? À l'époque d'Hippocrate, on est malade, on meurt. Les maladies durent peu de temps, on soigne assez peu. Il n'y a évidemment pas d'antibiotiques, il y a évidemment très peu de chirurgie. Donc, à un moment donné, cette espèce de texte qu'on brandit en permanence, moi, je veux bien, mais il y a un tas de choses qu'on fait. Par exemple, l'avortement, on pourrait très bien dire que c'est pas un soin. C'est pourtant fait à l'hôpital, c'est pourtant remboursé par la sécurité sociale. Donc, arrêtons de nous accrocher à ça en disant le serment d'Hippocrate. Il y a un moment donné où peut-être ça devient c'est un peu facile, mais le serment d'Hippocrate. On se cache derrière ça, on dit mais Hippocrate ne le permettait pas. Moi, je ne regarde pas Galien ou
Hippocrate ou les médecins de l'Antiquité grecque quand j'ai envie de me soigner, par exemple. Donc il y a un moment donné où il faudrait repenser ça, un peu de courage politique, qu'on arrête la soupe politicienne. Là, on dit il faut absolument qu'on mette, éventuellement qu'on laisse son nom. Il y a une soupe narcissique qui consiste à dire un amendement qui porterait mon nom. Mais il y a juste un moment donné où il faut reprendre le débat. D'abord, il n'y a pas de débat. Je constate que Houellebecq, qui se défend sur ce sujet-là, fait un entretien dans le journal du dimanche, la une, 4 pages, avec des gens qui pensent comme lui, un rabbin et puis un curé. Il fait la même chose avec un prétendu incorrect, journal qui fait la même chose avec, encore une fois, un rabbin, encore une fois un curé, encore une fois Michel Houellebecq. On débat ensemble, ils sont tous contre. Et à un moment donné, on se dit, mais il y aurait un débat possible avec des gens qui, justement, n'insulteraient personne et arrêteraient de dire, vous le savez, moi j'ai aidé ma compagne à mourir, mais je ne veux pas utiliser cet argument. Je veux qu'on ait des vrais arguments, qu'on puisse vraiment dire laissons de côté les affaires personnelles, parce qu'on voit bien que certains disent mais il y a mon frère qui ceci, et puis les gens amènent des. Il faut que ce soit une loi universelle, vous avez raison. Il faut que ce soit universel, il faut que ce soit débattu, et il faut qu'on distingue bien quelqu'un qui dispose de sa conscience, de son intelligence et qui veut mourir, quelqu'un qui souffre de maladies psychiques et qui veut mourir, ça existe. Il y a quand même, on dit assez peu, mais nombre de gens qui sont des rescapés des attentats se suicident, ça se dit assez peu. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a échappé à la mort et qui s'en va vers la mort, etc. Donc il y a un moment donné où le débat, enfin le sujet mérite mieux que ça, que de la politique politicienne, que de faire des avancées partisanes. Et il y a des vraies questions à poser sur la vie, ce qu'est la vie, la fin de vie, le consentement, le suicide assisté, mourir en sachant qu'on va mourir en ne sachant pas qu'on va mourir, qui détient le droit d'aider celui qui va mourir, avec les familles composées, décomposées, recomposées, les enfants qui veulent hériter, ceux qui ne veulent pas hériter et qui aiment vraiment, etc. On mérite un vrai débat et pas ce genre... Un vrai débat de fond. Oui. Je voudrais juste vous citer un médecin qui s'appelle le docteur Alexis Burneau, qui est spécialisé dans les soins palliatifs. Il dit « Ce qui nous bouleverse, nous soignants, dans ce qui se profile, c'est le faire mourir par défaut d'accès aux soins de qualité. Il y a des endroits en France où il n'y a pas suffisamment d'accès à l'offre de soins palliatifs. » C'est pas ça le cœur du sujet? Le cœur du sujet, c'est qu'on sorte du manichéisme, du genre droite-gauche, bien mal, etc. Là, c'est un médecin. Moi, je veux les deux, moi. Je suis un partisan d'euthanasie et je veux qu'on développe... L'un n'obère pas l'autre. Non, voilà. Je veux qu'il y ait les deux et qu'on ne joue pas l'un contre l'autre. Un temps, j'ai pensé le contraire. Notamment en disant qu'il y avait, il faudrait qu'on s'entende sur les soins palliatifs quand ils sont parfois récupérés par des gens qui sont sur les bords de tombe et qui veulent absolument faire du militantisme chrétien, en disant réconciliez-vous, Dieu, le pardon, le péché, etc. Je ne souhaite pas ce genre de choses, je suis un laïc sur ce sujet. Et je pense simplement qu'on doit pouvoir avoir le choix. Le droit d'avorter n'est pas un devoir d'avorter. Quelqu'un qui est contre l'avortement n'avorte pas, puis voilà, c'est réglé. Et bien là, quelqu'un qui est contre l'euthanasie ne demande pas l'euthanasie, et puis demande les soins palliatifs. Et puis le droit que Baudelaire appelait le droit à la contradiction, c'est-à-dire la possibilité de dire « j'ai pensé, mais je ne pense plus ». En bonne santé, j'étais pour l'euthanasie. Là, je ne suis plus en bonne santé, je pense pas pareillement. Là, je vais bientôt mourir, je pense plus ça. Et je veux qu'on m'aide. Oui, mais je ne veux pas que des gens péremptoires nous disent les gens ne veulent la mort que parce qu'on ne leur a pas proposé des bonnes solutions pour finir leur vie. C'est faux. On peut pas théoriser en disant c'est toujours comme ça. Et il y a des enfants, par exemple, qui veulent se suicider parce qu'effectivement, on les aide pas assez. C'est pas du tout la même chose que quelqu'un. On les aide pas assez à vivre et à construire leur identité. Éventuellement, même on les aide à ne pas la construire. Et puis à l'autre bout, des gens qui disent non, moi donnez-moi une pilule que j'utiliserai ou non. Donnez une pilule à quelqu'un en disant elle est mortelle. Et puis elle est dans votre table de nuit. Et puis vous voulez pas, vous prenez, vous ne prenez pas, c'est vous qui décidez. C'est quand même pas le bout du monde que de permettre ce genre de choses. Oui, mais le non-dit, c'est quand même que les trois dieux du monothéisme interdisent ce genre de choses. Alors, Luc Ferré, que vous connaissez bien, a fait une tribune dans le Figaro en disant euthanasie, une avancée en forme de recul. Il dit qu'il y a deux philosophies du sens de la vie qui s'affrontent dans cette idée-là, avec d'un côté l'utilitarisme qui domine le monde anglo-saxon et puis l'héritage chrétien séculaire qui dit que la vie est sacrée, ce qui lui donne du sens et de la valeur, dit-il, ce n'est pas un calcul porté par une vision matérialiste de l'être humain, mais la quantité d'amour et de lien aux autres qu'on y trouve. Qu'est-ce que vous lui répondez à Luc Ferré? Qui fait une bonne copie de Bach, mais qui manque la troisième partie. C'est-à-dire? Et que l'euthanasie chez les utilitaristes qui sont des méchants, et puis l'euthanasie chez les kantiens qui sont des gentils, et puis etc. Mais il y a aussi les Romains. Et on n'est pas tenu d'être un utilitariste en disant d'abord les utilitaristes ne pensent pas tous comme Luc Ferry dit qu'ils pensent. C'est plus compliqué que ça, cette façon de penser à la place des utilitaristes, de Bentham, de Stuart Mill, qui sont des gens qui pensaient non pas en termes de bien et de mal, mais en termes de bon et de mauvais en fonction d'une fin qu'on se proposait. Oui, le christianisme est contre, ça c'est clair sur cette deuxième partie. Mais sur une troisième partie qui n'existe pas, il y a aussi les Romains, avant le christianisme, et qui ne sont pas dans une logique de la culpabilité, de la faute, d'un Dieu transcendant ou ce genre de choses. Et les Romains disent des choses très simples, notamment les stoïciens. Ils disent, mais si la pièce est enfumée, tu en sors.
Eh bien, il dit, si ta vie est enfumée comme une pièce peut l'être, tu en sors de ta vie. Le suicide est simple. Si vous prenez Épictète, Marc Aurèle, par exemple, ou Sénèque, ce sont tous des gens qui pensent simplement la question du suicide et pas en termes... décident de leur fin de vie. C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... L'alternative, c'est pas Bentham ou Kant, c'est-à-dire les utilitaristes ou les chrétiens, mais c'est la possibilité de mourir en romain, c'est-à-dire de dire je m'empare de ma vie jusqu'au bout, y compris pour en finir. Voilà, pour cette très belle réflexion. On aura l'occasion d'y revenir au fil de l'examen de ce texte par l'Assemblée nationale. On est toujours d'en face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on va parler de ces nombreuses manifestations pro-palestiniennes qui sont multipliées cette semaine, avec un député de la France Insoumise, Sébastien Delogu, qui a brandi le drapeau de la Palestine en plein hémicycle. Il a écopé de la sanction la plus lourde. Il y a eu des invectives ensuite qui ont été échangées dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Il y a aussi ce tweet d'Aymeric Caron que vous avez évoqué au début de l'émission. De manière évidente, Gaza a montré que non, nous n'appartenons pas à la même espèce humaine. Il y a une antagonisation vraiment de ce conflit. Michel Onfray, jusqu'où est-ce que vous pensez que cette escalade peut aller ? Alors ça, je crois que ça peut aller jusqu'au sang. Jusqu'au sang. Oui, je pense. Il n'y a pas de solution. Je veux dire, on voit mal comment on pourrait aujourd'hui dire, voilà, la solution consiste à... Je ne suis pas bien sûr, d'ailleurs, que la création d'un État palestinien suffirait. D'abord, il faudrait que l'État palestinien puisse reconnaître non pas l'entité sioniste, mais l'existence de l'État d'Israël. Ensuite, il faudrait qu'il renonce au fait qu'il faudrait détruire l'État d'Israël. Ensuite, il faudrait qu'il accepte les règles de la démocratie et de la cohabitation. Moi, je ne suis pas pour les deux États. Je suis pour un État fédéral, comme Camus le proposait d'ailleurs pour les Français d'Algérie, pour les Kabyles, au moment de la guerre d'Algérie. Donc, il y a quelque chose à penser et à inventer. Simplement, on n'en est pas là. Donc il y a une instrumentalisation du conflit. On voit très bien que d'ailleurs, c'est drôle, je suis en train d'écrire un livre sur les racines de l'islamo-gauchisme, Sartre, Beauvoir, etc. Enfin Jean Genet, des choses assez terribles. Cette espèce de nazification de l'ennemi, tout le langage d'aujourd'hui, il se retrouve dans le gauchisme culturel de Sartre et de Beauvoir, et de Genet, et de Jean-Luc Nancy, et de Lacoue-Labarthe, etc. On se dit, mais il y en a des intellectuels qui ont justifié ce genre de choses. C'est étonnant aussi de voir que les pays arabes ne soutiennent pas plus que ça la Palestine. Et à un moment donné, on se dit, mais pourquoi est-ce que vous les acceptez si peu, si mal, ou etc. Prenez la Syrie, vous prenez le Liban, encore que le Liban fasse sa part, mais vous prenez la Jordanie, vous prenez l'Égypte, les pays frontaliers, vous dites, mais il n'y a pas une solution à trouver ou quelque chose qui supposerait que, etc. Donc c'est devenu une espèce de cheval de bataille. Les Palestiniens du quotidien, je veux dire les Palestiniens de Gaza, les pauvres, se trouvent pris entre deux feux, entre même trois feux, parce qu'entre otages du Hamas, otages en même temps de la politique de Netanyahou qui fait des morts sans compter, et puis d'une espèce d'opinion internationale. Il y a un moment donné où, comme avec l'Ukraine, je disais tout à l'heure, nous le disions tout à l'heure, enfin je vous le disais, du moins qu'il fallait penser en termes de paix pour l'Ukraine et qu'il faut en sortir de ces guerres. Il n'y a pas de guerre qui ne se soit jamais terminée. Pareil pour Israël. C'est la même chose. Il faut désormais penser en termes de solutions. Je ne veux pas dire que ça viderait les rues, mais quand on voit sur un claquement de doigts 3000 personnes devant la porte de TF1 parce qu'il y a un entretien avec Netanyahou, on se dit il y a quand même beaucoup de menaces. Ça ressemble très étrangement, vous savez, à la loi sur les suspects de septembre 1793, où on commençait à dire aux gens, vous n'êtes peut-être pas contre-révolutionnaire, mais vous n'êtes pas assez zélé dans votre façon de montrer votre soutien à la Révolution française. Loi sur les suspects. Et là, il y a un moment donné où on dit vous êtes footballeur, vous êtes influenceur ou seuse, vous êtes, etc. Vous n'avez pas assez montré, et donc vous êtes déjà suspect. Et il se fait que quand le gouvernement révolutionnaire prend la suite, cette loi sur les suspects, elle permet des tribunaux avec des individus qui, pour le coup, vous envoient à les guillotines. Je ne souhaiterais pas que nous en arrivions un jour à une guillotine qui fait que les menaces qui sont proférées dans les rues puissent générer un sang qui coule. Et puis, la menace aussi, c'est l'extrême droite. La vraie, et pas celle de Marine Le Pen, parce que l'extrême droite, elle est violente, elle est antidémocratique, elle refuse les élections. D'ailleurs, ça ressemble à un portrait de Mélenchon, beaucoup plus que d'un autre. Et elle nous dit qu'il faut résoudre les problèmes par la violence. C'était le cas de Rebatté, c'était le cas de Drieux-La Rochelle, c'était le cas de Brasillac, qui est une espèce de culte de la violence ou de fascination pour la violence. Mais une vraie extrême droite qui tuerait des musulmans parce qu'ils sont musulmans, ce qui ferait vraiment la définition de l'extrême droite, ce serait terrible. Que ferait la France ? Quelle est la solution du chef de l'État ? Qu'est-ce que le président de la République a prévu dans le cas où effectivement le sang coulerait ? On fait quoi ? Des nounours, des bougies, des poèmes, vous n'aurez pas ma haine et ce genre de choses. Donc il y a juste un moment donné où on se dit il ne faut pas laisser monter cette espèce de violence, parce que si on n'a pas les moyens de la calmer ou de l'arrêter, alors peut-être la création d'une solution pacifique, moi c'est ce que je pense. Je pense que la France s'honorerait à sortir du vieux schéma jacobin en disant les deux États, ça ne peut pas marcher. En revanche,
penser en termes de fédéralisme pour voir qui peut quoi, et puis trouver un interlocuteur. Et il ne faut pas forcément que Mahmoud Abbas soit un recours. Cet homme qui est un négationniste, qui a fait sa thèse d'histoire à Moscou, et une thèse d'histoire négationniste, n'est pas crédible. En plus de ça, il y a toute la mafia qu'on sorte un peu et qu'on trouve un Palestinien emblématique qui soit susceptible de penser en termes de paix et pour son peuple, et pas seulement pour l'idéologie du Hamas, qui, je le rappelle, est une idéologie théocratique et islamiste. En tout cas, ce que l'on voit à l'œuvre en France, c'est l'instrumentalisation par la France insoumise, Michel Onfray, de ce conflit. Et puis, cette stratégie du chaos, au fond, que met en œuvre méthodiquement Jean-Luc Mélenchon depuis des années. On a retrouvé une archive, c'était en 2012, où il dit exactement ce qui est en train de se passer, la stratégie qu'il a mis en place. Écoutez. La conquête de l'hégémonie politique a un préalable. Il faut tout conflictualiser. Tout conflictualiser. Si vous laissez passer, les choses passent avec la grammaire et la syntaxe, le consentement à l'ordre. Tout doit être interpellé. Tout doit être conflictualisé dans un premier temps. C'est ça les leçons. Comment croyez-vous qu'on transforme un peuple révolté en peuple révolutionnaire ? Comment sa conscience peut-elle s'éveiller ? Par les discours, bien sûr, mais par la pratique de la lutte, par l'observation consciente des agressions de l'adversaire. Voilà ce qui se passe. Comme l'a dit Chavez, reprenons une phrase de Trotsky. La révolution avance sous le fouet de la contre-révolution. Donc voilà quelqu'un qui nous dit il faut conflictualiser. Ça, c'est le premier temps. Il faut détruire, tout casser. Et dans un deuxième temps, il cite Trotsky. C'est-à-dire, on se dit, mais et Chavez, grand penseur, évidemment, dont tout le monde connaît l'œuvre complète, et l'apport qu'il donne à la pensée socialiste planétaire. Mais je veux dire que Trotsky, il revient à ses amours de jeunesse, après avoir été mitterrandien, etc. Ce trotskiste est resté trotskiste, avec cette idée qu'il faudrait une révolution internationale ou internationaliste. Je rappelle que Trotsky, c'est une révolution. Oui, mais internationale. Parce que c'est ce qui distingue Trotsky de Lénine. Il ne se distingue pas beaucoup, hein, mais au moins sur ce sujet. C'est-à-dire Lénine pensait qu'il fallait une espèce de révolution nationale dans un seul pays en attendant, et puis Trotsky, une révolution internationale, parce que ça ne rendrait pas possible sinon la révolution nationale. Je rappelle que Trotsky, le héros de ce monsieur, est l'inventeur de l'armée rouge. Je rappelle qu'en 1921, quand les marins de Kronstadt disent « mais nous, on a fait la révolution pour avoir les soviets », qu'est-ce que le soviet ? Un conseil. Le conseil, c'est quoi ? C'est la possibilité pour les gens, ce que je défends, c'est l'autogestion, de dire « laissez les journalistes décider pour les journalistes, les médecins pour les médecins, les juristes pour les juristes », et puis ça s'appelle l'autogestion. Et ils disent « mais on a voulu les soviets et on a eu le parti ». Et la bureaucratie, le parti, l'armée rouge, et que fait Trotsky ? Il dit « butez-moi tous ces gens-là ». Il a fait des milliers de morts avec les marins de Kronstadt qui se sont révoltés. Il défend aujourd'hui Trotsky, et il nous dit, voilà, dans un premier temps. Moi, j'ai entendu ça, dans un premier temps. Et je pense que dans un second temps, c'est quand la rue sera à feu et à sang, on m'appellera moi, et j'arriverai, comme Lénine quand il était déguisé en femme. Je rappelle quand même que la révolution russe, c'est ça, hein, il s'est déguisé en femme, et puis il arrive, après que tout se soit passé, là, c'est pas du tout Eisenstein, hein, on nous présente le film d'Eisenstein en disant, vous avez vu la révolution, tout le monde l'a voulu. Tiens, petit coup d'État militaire avec quelques-uns qui rentrent dans les postes, dans les télécommunications, etc. Écrivons l'histoire, arrêtons la légende. Simplement, il nous dit très précisément ce qu'il veut faire, lui. Il dit il faut du chaos, etc. Pour instaurer une 6e République. Je ne crois pas qu'il soit au tribunal pour désordre, pour incitation à la haine raciale, pour incitation au chaos, pour citation de gens qui pourraient aujourd'hui être poursuivis pour des crimes de guerre ou pour des crimes contre l'humanité, Lénine, Trotsky, etc. Il y a un moment donné où on se dit, en revanche, si jamais il y a un militant du Front National qui a pu être à l'UNI quand il avait 15 ans, il y a une trentaine d'années, alors là, gros plan en disant menace de l'extrême droite aujourd'hui en France, etc. Tournez le regard par là pour ne pas voir que pendant ce temps-là, ce monsieur nous prépare une révolution qui ne se ferait pas sans le sang. Je rappelle que quand il nous fait l'éloge d'Édouard Glissant et de la créolisation, Glissant lui-même nous dit que la créolisation, ça devrait pouvoir se faire sans violence, mais que pour l'heure, ça ne s'est jamais fait sans violence. Donc la violence aujourd'hui, elle a une tête chercheuse et un maître à penser. Il y a une dernière question que je voulais évoquer avec vous, c'est cette décision du Conseil constitutionnel cette semaine d'accorder l'aide juridictionnelle qui permet de faire face aux frais de justice pour les personnes les plus modestes dans notre pays français, non seulement aux personnes étrangères en situation régulière, mais surtout aux clandestins, c'est-à-dire aux personnes en situation irrégulière. Ça provoque évidemment la stupeur et la colère des Français. C'est une volonté de quoi, en fait, pour vous, qui est à l'œuvre ? Bon, écoutez, moi je pense que l'immigration massive est un projet politique de l'Europe, contrairement à ce qu'elle dit.
Donc il s'agit effectivement d'en finir avec un peuple méprisable, qui est le fameux peuple racinaire, comme dirait Madame Taubira quand elle parle de la Guyane ou quand elle parle de la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire un peuple qui est là depuis un certain temps, qui lui travaille, est calme, silencieux, tranquille. Des femmes toutes seules qui ont des pensions alimentaires qui ne sont pas versées et qui ne peuvent pas avoir droit à l'aide juridictionnelle parce qu'elles gagnent 15 € de plus que le plafond ou la limite ou ce genre de choses. Je pense que ça instaure une inégalité terrible en défaveur des Français moyens, des Français de base, des gens qui ont une carte d'identité, qui paient des impôts, qui travaillent, qui ne se font pas remarquer, qui ne volent pas dans les magasins parce qu'ils ont envie d'une paire de Nike à 300 €, etc., etc. Et cette inégalité qu'on est en train de construire, sous prétexte d'égalité, je me dis, mais comment est-elle possible ou pensable ? C'est la même chose avec la CMU. Vous vous dites, mais il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des prothèses dentaires, auditives ou oculaires, des lunettes, qui n'ont pas les moyens. Ils ont une lunette de la Sécu pas très jolie. Et on dit, bah non, mais vous êtes pauvres, tant pis pour vous. Alors que d'autres arrivent en disant, ah, mais moi non, j'ai le droit, j'ai une carte qui permet, etc. Des gens qui ont du mal à payer le train et d'autres qui ont le train gratuit, etc. On fabrique une société terriblement inégalitaire au détriment des citoyens qui ont une carte d'identité et en faveur des gens qui, éventuellement, ont des obligations de quitter le territoire, c'est-à-dire sont dans l'illégalité. Prime à l'illégalité de la part d'un État, on n'a pas vu signe de décadence plus fort. Merci beaucoup Michel Onfray, c'est passé très vite aujourd'hui encore. Merci à vous pour ce Face à Michel Onfray. On se retrouve la semaine prochaine.